Et bienvenue pour cette première émission de la saison de Geekosphère sur RCN 90.7 FM. Et pour cette rentrée de l'émission, cette rentrée de la radio, nous recevrons aujourd'hui pour cette première émission donc Maïlène. Bonjour Maïlène. Oui, Alors bonjour. par contre, je vais te demander de bien parler dans le micro. Donc n'hésite pas à te rapprocher un peu plus. donc Du coup, voilà, c'est bonjour. Hélène, bonjour, oui. Oui. Donc, et Lucas, c'est ça ? Ouais, Lucas. Ouais. Donc voilà, vous êtes donc tous les deux organisateurs de l'Animest. Donc, ah oui, excuse-moi, l'Animest n'est pas le bon terme, c'est Merci. Animest, mais je vais sûrement faire l'erreur plein de fois. Donc Animest qui aura lieu le 24 et le 25 novembre au Centre Prouvé de Nancy, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Je n'ai pas les horaires d'ouverture, mais j'imagine que c'est les mêmes que les autres C'est années. habituel, 9h30 pour les préventes et 10h pour les ventes. D'accord. Et puis pour m'accompagner également, mes chroniqueurs. Donc on va commencer par le plus jeune et puis notre stagiaire, Wari. Bonjour. Bonjour. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors moi je vais parler des séries en général. Et voilà. D'accord. Et toi Thomas, notre Bonjour. bon Thomas ? Oui, je reviens. J'étais déjà là l'année dernière dans la Geekosphère. Et je vous présenterai aujourd'hui une chronique sur adapter un manga en jeu vidéo, comment faire ? Grande question, j'essaierai d'y répondre assez brièvement. Est-ce qu'on peut bien le faire aussi ? On verra. Parce que je pense qu'il n'y a pas que des bonnes adaptations. Mais tout de suite, je vous propose de passer à l'interview donc avec nos deux invités de Animest. Et cette fois-ci, je fais bien attention. Je vous propose tout d'abord de vous présenter qui vous êtes au sein de l'organisation Animest. Je te propose de commencer, Lucas. Très bien. Moi, je suis vice-président d'Animest. Faut savoir que l'organisation d'Animest est assez spéciale vu qu'on est une association étudiante et on est le CA, du coup le conseil d'administration de l'association, est découpé en deux dans l'école des mines de Nancy et dans l'école Télécom Nancy. D'accord. Donc moi j'appartiens à Télécom Nancy et du coup chaque poste du CA est en doublon. Il y a 2 présidents, il y a 2 vice-présidents, 2 secrétaires et 2 trésoriers. Et moi je suis donc le vice-président côté Télécom. D'accord. Maëlène, toi ? Donc, moi, je suis également étudiante à Télécom Nancy et je suis l'une des 2 responsables en communication. Et c'est pour ça que c'est elle que j'ai contactée. C'est ça. Je m'occupe de tous les contacts avec toutes les radios, les journalistes intéressés. D'accord. D'ailleurs, première question, vous avez beaucoup de contacts dans la presse locale ? Alors, niveau presse locale, ils sont surtout intéressés pour venir à la convention. On a aussi plein de photographes qui viennent et même des youtubeurs qui viennent prendre des vidéos. Et c'est surtout le plus gros des contacts pour faire les interviews des invités et même de certains visiteurs sur place directement. Et après, on a quelques contacts, dont vous, qui font des interviews avant. D'accord. Question assez basique, en fait, pour la première, c'est quoi Animest, en fait ? Donc, vaste question. Je pense que vous allez pouvoir développer tous les deux. Je vous laisse choisir qui va me décrire cet événement. Animest, c'est donc une convention sur la culture japonaise. Donc à la base, ça a été organisé par des étudiants de l'école des mines en 2003. Et donc, j'en profite pour la même occasion pour annoncer que cette année, on fête donc les 15 ans d'Animest. Et du coup, à la base, c'était vraiment centré sur la culture japonaise. Maintenant, ça s'est un petit peu étendu à la culture geek, donc notamment avec nos invités youtubeurs, etc. En plus, cette année, on a des doubleurs français d'animés et de séries qui ont fait la jeunesse de pas mal de monde. Donc ça s'étend de plus en plus. Et donc c'est donc une convention sur la culture geek et japonaise. D'accord. C'est quoi exactement le but ? Est-ce que c'est promouvoir la culture auprès des gens qui ne la connaissent pas, ou est-ce que c'est réunir des gens qui connaissent déjà la culture japonaise Alors je dirais que dans un premier temps, c'était vraiment réunir les gens. Mais depuis déjà quelques années, on essaye d'ouvrir au mieux la culture geek et japonaise aux gens. Donc ça se traduit d'année en année. On a de plus en plus de familles qui viennent pour découvrir Animest, pour découvrir ce monde qu'ils ne connaissent pas forcément. Et du coup, cette année, on a un partenariat avec la mairie où on participe aux événements liés à la Saint-Nicolas, où donc on vise les familles de curieux, de personnes qui se disent « Ah, il y a ça qui existe, je sais que ça fait un bout de temps que ça existe, je vais essayer d'y aller pour une fois pour voir ».
Moi, justement, j'avais une question qui m'était venue en tête quand on m'a parlé de Anime Est, du coup. Oui, vous voyez, je fais bien la différenciation. Qui m'était venue en tête, c'était est-ce que vous avez une idée globalement de la tranche d'âge du public que vous visez habituellement à Anime Est? Des publics qui viennent souvent. Alors, on a un peu de tout âge, des visiteurs de tout âge, mais c'est surtout la jeunesse, on va dire, entre 15 et 25 ans. Ce sont nos visiteurs principaux, mais on reçoit vraiment des tout petits. L'année dernière, j'ai vu, il y en avait de 3-4 ans. Et puis, qui viennent en famille, donc même avec des grands-parents, des personnes âgées. On reçoit vraiment de tout. Ok. Et du coup, il y a des choses, peut-être, je pense, de mise en place pour les tout petits, des trucs de découverte, peut-être du Japon, des stands ou quelque chose comme ça? Alors, pas encore. Ouais. Pas encore parce qu'on est limité en place. Mais comme on va essayer, pour les années suivantes, de changer d'endroit et d'aller dans un endroit bien plus grand, on va s'adapter à cette différence d'âge aussi. C'est un objectif pour plus tard. Okay. Ouais, justement, cette question d'étendre, de faire grandir l'Animest, c'est un objectif que vous aviez depuis quand? Parce que ça fait quand même 15 ans que ça existe et ça fait quand même un moment que ça se fait dans le centre Prouvé. Bon, c'est vrai que moi, j'y étais la dernière fois il y a 3 ans et on était un peu à l'étroit. Donc, c'est un projet qui mûrit depuis quand? Déjà, il y a eu un changement de centre parce qu'avant, on était du coup à l'ancien à l'ancien palais des congrès. Oui, effectivement, près du Saint-Sébastien. Qui a déménagé. Qui a déménagé au centre Prouvé. Donc là, on a déjà eu un gain de place important. Et en fait, tous les ans, on essaye d'avoir de plus en plus de places dans le centre Prouvé. Donc par exemple, cette année, on a le dernier étage, donc la zone panoramique, où il y aura le Maid Café. Donc on essaye de s'étendre comme on peut à l'intérieur. Mais cette idée de faire grandir l'association... je ne sais pas si elle a... Enfin, depuis quand elle est là, mais on y réfléchit tous les ans, en fait, finalement. D'accord. Je vous propose de nous parler un peu des invités. Vous devez bien avoir quelques noms à nous donner. J'ai vu qu'il y avait certains youtubeurs, enfin un certain youtubeur que je connaissais, mais du coup... Alors, il y a qui cette année? Alors, de là à donner toute la liste. Ah non, pas toute la liste, non, gardez un peu de suspense quand même. On va dire ceux qui sont les plus intéressants et ceux qui vous ont le plus marqué, pourquoi pas. Déjà, cette année, on a Ganesh 2. Oui, c'est ça. Qui vient. D'accord. Alors, Ganesh 2 qui fait des imitations, notamment... de Jean-Marie Le Pen. Oui, de Jean-Marie Le Pen, ouais. On en a ici aussi à la radio des imitateurs, mais ils sont moins bons quand même. Je ne te permets pas. Après, on a le Necolite Orchestra qui vient et qui fera un concert pendant Animest. Ils étaient déjà venus en 2015, il me semble, à Animest. Donc, c'est un orchestre qu'on aime bien accueillir chez nous. Sinon, on a un musicien japonais qui s'appelle Umebayashi Taro. Donc, lui, c'est un musicien très connu au Japon et c'est une réelle chance de l'avoir en France et en plus à Animest. Donc on a réussi à l'avoir grâce à la mairie, donc on les remercie énormément. Et puis après pour la suite on a des plus petits youtubeurs, on a des comédiens de doublage, on a la voix de Nicky Larson il me semble. On a aussi des voix de générique de Pokémon. Donc, oui, j'ai vu le doubleur, c'est Vincent Ropion, je crois. Ripion, oui. Attention. Oui. Alors moi j'ai noté ceux qui m'intéressaient, donc notamment Monsieur Plouf qui est vidéaste, critique, qui fait des critiques un peu animées de jeux vidéo sur YouTube, et puis la Thème Exceed pour les gens qui comme moi sont fans de Yu-Gi-Oh. Donc voilà. Ouais, on le ramène de Suisse. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, ça s'entend dans ses vidéos qu'il a un peu l'accent. Il parle pas comme ça, mais pas loin. Mais du coup, voilà, c'était les noms que moi j'avais notés. Et du coup, je pense que vous avez déjà donné tous les noms sur votre site internet ou pas encore? Non, pas encore. Non, on fait une nouvelle annonce tous les jours. Sur la page Facebook. Parce que donc là, on vous parle des gros invités, mais après, il y a aussi des animations qui viennent spécialement pour la convention. Et puis, on a aussi une partie donc, boutique, mais créateurs, où on permet à des amateurs de vendre leurs créations et tout ça. Et du coup, on les présente aussi.
Donc, chaque jour, sur nos réseaux sociaux et sur notre site, on ajoute de nouveaux invités pour faire un petit suspense. D'accord, donc si vous voulez découvrir tous les jours un nouvel invité de Animest de cette année, rendez-vous sur votre page Facebook. J'imagine que toute cette organisation a un coût. C'est quoi votre modèle économique? Vous fonctionnez sur les dons? Vous avez des subventions? J'imagine que la mairie... On n'a pas de dons. Donc déjà, quand on est adhérent d'Animest, on a une petite subvention à donner à l'association. Une cotisation, du coup. Ouais, une cotisation, voilà. Donc, bon, ça permet de payer son t-shirt qu'on est obligé de porter pendant la convention, d'avoir un repas et d'avoir un goodies. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne là-dedans. Mais sinon, oui, on a des subventions, notamment des écoles, donc de Télécom Nancy, des mines. On a aussi des prêts de matériel de la mairie. Puis après, on a la FSDIE, vu qu'on a la chance d'être une association étudiante, on a le droit d'avoir les subventions qui sont accordées aux autres associations étudiantes. D'accord, oui, effectivement, j'avais pas pensé à cette subvention-là, puisque je ne savais pas en fait que vous étiez une association étudiante. C'est d'ailleurs assez impressionnant comme organisation pour une simple association étudiante. Je sais qu'on a des radios associatives comme la nôtre qui sont aussi des associations étudiantes et ils ont beaucoup moins de moyens que nous. Donc c'est impressionnant ce que vous arrivez à faire quand même. Mais là c'est pas une question, c'est juste félicitations pour ce que vous faites. Merci. Moi j'avais une question, alors elle est un peu spéciale. En fait, en 2013, dans une chronique sur JVC, le chroniqueur Usul avait fait une comparaison entre les guinguettes de nos gros-parents et aujourd'hui les conventions comme la vôtre, et il avait fait le lien entre les deux en disant que c'est les lieux aujourd'hui, en fait, ces genres de conventions, c'est des lieux de socialisation, un peu comme l'étaient les guinguettes à l'époque de nos grands-parents ou de nos parents, ça dépend de l'âge que vous avez. Et je me demandais, vous en pensez quoi de cette réflexion-là? Vaste débat. Ouais, oui, mais non, mais c'est vrai que pourquoi on va en convention, c'est tout d'abord pour découvrir, mais après, il y a vraiment un aspect de contact qu'on a avec les gens. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui est cosplayé, où on peut aller le voir, lui demander de se prendre en photo avec, parler tranquillement, etc. Et puis même pour rencontrer les invités qu'on aime bien, les youtubeurs, etc., c'est toujours très accessible, c'est vraiment centré sur le social. Par exemple, pour Animest, on a un mot qui résume l'esprit qu'il y a derrière la convention, c'est convivialité. Et je trouve que ça va bien avec ce qu'a émis Usul. D'accord, bah oui. J'étais assez d'accord en fait avec sa réflexion, mais je ne savais pas ce que les organisateurs de ce genre de convention en pensaient exactement. Et puis, je pourrais comprendre qu'on se sente vexé parce que la guinguette, ça a un côté un peu ringard aujourd'hui. Mais bon, si c'est la nouvelle version, pourquoi pas. Qui sait, peut-être dans 30 ans, la Japan Expo sera ringard. Je pense pas. Pour les gens comme moi qui n'aiment pas la foule, ça l'est déjà un peu. Mais c'est un autre débat. Je préfère... Justement, d'ailleurs, je pense que vous avez une chance, c'est que vous êtes une convention qui n'est pas la Japan Expo. C'est beaucoup plus petit, l'Animest, évidemment. C'est pas à Paris. Et puis, c'est sur moins de jours. Je pense que ça, c'est une chance que vous avez. C'est que, en fait, pour les gens qui ne supportent pas la foule, l'Animest, c'est beaucoup mieux. Pour des gens qui, comme moi, ne supportent pas ça, parce que c'est plus intimiste en fait. Et c'est une des qualités, par exemple, le Stunfest à Rennes, moi j'y ai déjà été plusieurs fois et c'est une des grandes qualités. Je pense que ça, c'est une qualité qu'on peut donner à Animest sans aucun problème. Je ne sais pas si vous avez une réflexion là-dessus. Si, je suis entièrement d'accord. Il y a aussi une convention à Dijon. Donc il y a un de nos responsables qui est allé et il nous a expliqué que moins il y a de gens, plus on est intimiste et plus on, comme vous l'avez dit. Après, moi, on fait l'entrée et puis voilà, après, il y a d'autres problèmes. Il y a une question de budget, bien entendu, derrière. Mais ouais, c'est une force qu'on avait à Animest il y a une dizaine d'années et qu'on essaye de conserver. Parce que forcément, plus les années passent, plus on attire de plus en plus de monde. Mais on a envie vraiment de garder cet aspect intimiste. D'accord.
J'aimerais vous poser des questions sur les concours de cosplay. Donc, je vous l'ai dit avant l'émission, j'ai découvert qu'on appelait ça costumade en bon français. Et on va garder cosplay parce que costumade, c'est très très moche. Donc, c'est une pratique assez courante dans ce genre de convention. Et j'ai regardé un peu les photographies de l'année dernière. Il y a des costumes qui sont quand même très impressionnants. Vous avez des souvenirs de costumes qui vous ont vraiment marqué? Alors, dans le bon sens ou dans le mauvais? Parce que j'imagine que vous avez dû voir des trucs un peu ratés aussi. Alors pour moi, mon préféré, il était aussi présent à la dernière édition de CNU. C'est un homme qui était déguisé en Freddie Mercury dans le clip I Want to Break Free avec l'aspirateur, etc. Il faisait d'ailleurs partie du concours cosplay. Hein. D'accord. Toi aussi, c'est celui qui t'a le plus marqué ou... Non, c'était un visiteur et je suis fan du Seigneur des Anneaux. Et il était venu déguisé en Nazgûl. Et il était tellement dans son rôle, en plus, que les seuls mots qu'il disait, c'était juste la comté, saké. Ah oui, donc il était vraiment dans le personnage. Ça devait être impressionnant. Puis surtout, c'est vraiment... les costumes sont impressionnants. Moi, quand j'y allais, il y a quoi? La première fois que j'y étais, je devais avoir 15 ans. Ça devait être en 2008, 2009, enfin quelque chose comme ça. Bref. Et les costumes étaient beaucoup moins travaillés qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus d'efforts qui sont faits chaque année sur les costumes, non? C'est le cas. Déjà, on attire plus de monde, donc du coup... ça monte en gamme. Voilà, il y a un petit concours. Il y a ça aussi. Le concours existait déjà à l'époque. Et après, on a vraiment de tout. Malheureusement, à cause de certaines consignes de sécurité, on ne peut pas tout accepter. Il y en a qui viennent avec des cosplays beaucoup trop... réalistes. Oui. Du coup, c'est aussi un petit défaut. À votre avis, pourquoi cette pratique a autant de succès? Vaste débat encore une fois. On a 4 heures. Oui, non, mais on va peut-être pas se lancer dans un débat de 4 heures, mais des idées à l'emporte-pièce comme ça. Le plaisir de juste se déguiser comme à un carnaval ou... c'est un endroit où on va dire où tout est permis, donc je pense que pas les tout visiteurs... quand même, non, justement, consigne de sécurité oblige. non, mais... Oui, heureusement. Mais... Le hachoir fait en vrai métal, vous évitez s'il vous plaît. Non, ou alors quelqu'un qui vient juste avec un short et des bretelles alors que c'est une fille. Oui, bon... Ça va. On a dit venez un peu plus habillés s'il vous plaît. Non, mais surtout c'est en novembre. France. Ouais, voilà. Mais ce qui est super intéressant, c'est que pour les visiteurs qui sont là-bas, ça doit être un moment à part en fait finalement dans l'année. Il y a très peu de moments où ils peuvent vivre entre guillemets leur passion du cosplay. Ça doit être vachement intéressant. Surtout en France en fait. Je pense que au Japon c'est institué, aux États-Unis un peu moins, j'ai l'impression qu'en Europe. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas un plaisir qu'on peut pratiquer toute l'année. Ou alors faut faire le tour de France. Mais surtout avec ces cosplays et tout ça, j'ai déjà remarqué, il y a des groupes d'amis qui se sont créés à Animest. Et par exemple, tous les ans, il y a un groupe de personnes qui se rejoignent pour faire plusieurs cosplays de League of Legends. Et du coup, limite, Animest, c'est leur rendez-vous annuel. Là, c'est pas mal. Oui, du coup, on retombe sur cette question de la socialisation et de la réunion que je posais tout à l'heure. Il y a également une loterie, j'ai vu cette année. Je ne sais pas si c'était le cas les autres années. C'est le cas tous les ans. D'accord, vous pouvez nous en parler ? C'est une petite occasion de faire participer les visiteurs et puis de leur offrir... Donc, il y a un gros lot chaque année où c'est une figurine. Donc, l'année dernière et cette année, c'est Dragon Ball Z. Mais sinon, c'est l'occasion d'offrir plusieurs goodies à nos visiteurs. Et il y a des perdants ? Dans une loterie, généralement... Il est intéressé, c'est pour ça qu'il se renseigne. C'est vrai. D'accord, Wari, tu avais peut-être des questions, non ? Moi, j'avais une question, c'était est-ce que vous avez déjà été au Japon ? Alors, plusieurs de nos responsables, oui. Ouais. Mais après, pas toute l'équipe. Ça coûte cher. C'est vrai. Voilà. Mais il y a quelques-uns de nos responsables qui ont déjà fait un stage au Japon. Ouais. Donc, pendant 2 mois, ils y sont restés. Et, Ils ont travaillé là-bas. Oui, voilà. Ce qui est quand même le pire à faire au Japon parce que les conditions de travail sont quand même pas terribles. C'est ce qu'ils nous ont raconté, oui. C'est pas la France, hein. Mais en tout cas, nous personnellement, on n'y est pas allé, mais on aimerait bien y aller. Oui, j'imagine que quand on est organisateur d'Animest, le Japon, c'est le premier endroit où on a envie d'aller en vacances, j'imagine. D'autres questions ? Non, c'est bon. Toi, Thomas ? Moi, j'avais une question, donc c'est peut-être plus rapport à l'histoire. Je ne sais pas si de Animest. Ouais. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Mais en tout cas, c'est une question très simple.
pourquoi justement ce thème du Japon alors que vous êtes 2 écoles d'ingénieurs finalement? C'était parce que c'était quelque chose que les gens aimaient bien ou c'était juste parce que vous avez dit il n'y en a pas, on va en faire une? Bon, c'est très dur de se mettre dans la tête des gens d'il y a 15 ans, mais... Peut-être on peut réorienter la question. Du coup, vous, pourquoi vous êtes rentré dans l'organisation du coup? Est-ce que c'était une passion pour le Japon ou est-ce que c'était une passion pour l'univers geek en général, puisque vous avez dit que ça s'était étendu? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous deux, à rentrer dans l'association? Moi, personnellement, c'est plus la culture geek, etc. Mais surtout que moi, je suis ancien de base, donc je connais Animest bien avant, j'y allais en tant que visiteur. Et quand j'ai découvert que c'était dans mon école, enfin dans l'école que je voulais intégrer, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir l'autre côté du décor, quoi. Et pour moi, de base, je suis intéressée par l'univers japonais. Je me suis dit, ça me permettra en plus d'en apprendre un peu plus sur cet univers. Mais pas que, il y a aussi le côté d'organiser un gros événement qui est intéressant. Et oui, ça fait bien sur le CV en plus. Voilà, non, mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses en plus. Oui, j'imagine. Donc, du coup, rien qu'à ce niveau-là, c'est sympa. Alors, vous m'aviez dit que l'organisation changeait tous les ans, c'est ça? Vous étiez quand même là l'année dernière ou pas? Moi, j'étais du coup l'année dernière, j'étais responsable et du coup cette année, je suis vice-président. Et du coup, l'année dernière, j'étais par exemple en charge de la sécurité du centre, l'installation des barrières devant pour la file d'attente. D'accord. Et il y a 2 ans, j'étais assistant sécurité. Il y a une sorte de petite hiérarchie quand même. D'accord. En fait, ma question, c'était de savoir. Zut, je l'ai perdu. Attends, j'en avais justement une question qui peut rebondir le temps que tu retrouves ta question, comme ça te laissera du temps. Moi, je voulais juste savoir, du coup, donc c'est quelque chose qui est basé sur 2 écoles. Est-ce que, parce que je pense que vous êtes bénévole, oui, vous êtes bénévole, et du coup, si on veut vous aider, devenir bénévole pour l'Animest, est-ce qu'il faut obligatoirement venir des 2 écoles ou est-ce que ça peut être ouvert à tout le monde? Il faut être obligatoirement étudiant de l'Université de Lorraine surtout. Mais il faut être obligatoirement étudiant, d'où le fait qu'on soit une association entièrement étudiante. Ok, et il suffit de vous contacter par mail ou des choses comme ça si on a envie de rejoindre l'organisation? Oui, ce qui a été déjà fait plusieurs fois. On nous contacte sur notre page Facebook, notre site ou directement par mail. Et puis. Et vous avez pas mal de demandes ou tous les ans vous faites? Je pense que ça doit être un énorme travail parce que c'est toujours peut-être les mêmes bénévoles ou quoi que ce soit. Vous avez beaucoup de demandes ou vous compensez la charge de travail par beaucoup d'heures en plus, entre guillemets? De ce que j'ai pu voir, c'est Animest, on a quand même beaucoup de bénévoles comparé à d'autres conventions. Donc on se permet aussi de fournir plus de services. Et oui, tous les ans, on a beaucoup de demandes. On a plus d'une centaine de bénévoles qui seront actifs pendant le week-end. Et voilà, moi j'ai retrouvé ma question entre-temps. En plus, ça tombe bien que tu aies géré la sécurité parce que je me demandais, est-ce qu'il y a des urgences ou des problèmes particuliers relatifs à cette convention que tu ne penses pas que tu pourrais avoir dans d'autres? Oui, je viens d'en avoir une. On avait un problème l'année dernière, le samedi matin, donc juste avant l'ouverture de la convention. Il y avait 2 personnes qui étaient alcoolisées et qui s'étaient infiltrées dans la queue, mais ils voulaient pas du tout aller à Animest, ils voulaient juste rentrer chez eux. Donc, puis, mais des anecdotes comme ça, on en a mais des pelles. Oui, j'imagine, c'est pour ça j'en voulais une ou 2. Mais j'en ai une autre, sinon. Vas-y. Alors, l'année dernière, on a encore du mal à l'expliquer, mais on a 2 personnes complètement étrangères à la culture japonaise. C'était 2 personnes d'un certain âge qui ne parlaient pas français et qui ont réussi à rentrer dans la convention sans acheter de ticket et sans être fouillés par la sécurité. C'est l'énigme de ce week-end-là. Ouais. Oui, j'imagine. Après, je sais que moi, quand il y a eu les attentats, les fouilles dans certains endroits n'étaient pas follement faites. Mais effectivement, c'est assez impressionnant de réussir à s'infiltrer. Surtout le centre des congrès qui est quand même pas mal bien fait justement pour limiter les entrées. Oui. C'est ça, ils étaient obligatoirement censés passer devant les agents de sécurité qui surveillaient tout simplement l'entrée. Et c'est pour ça qu'on se demande par où ils sont passés. Oui, par la porte de derrière. mais surtout que du coup j'étais responsable sécurité et donc j'ai dû faire un appel au Toki pour prévenir les autres membres de l'association.
J'ai fait un appel au toku, j'ai dit il y a 2 vieux qui parlent pas français qui sont dans la convention. Si vous les trouvez, le message improbable pour soi à je ne sais quelle heure, mais oui effectivement. Notamment, je pensais à des anecdotes peut-être sur les problèmes avec les cosplays, parce que j'ai vu que dans les consignes de sécurité que vous avez données, il n'y a pas d'armes solides, mais pas que de répliques d'armes ou en plastique dur, et ça, toutes ces règles de consignes de sécurité, malheureusement, c'est pas nous qui les fixons. Bien entendu, le centre. oui. Ouais. Et la pire règle, c'est vraiment, on a beaucoup de difficultés à l'expliquer aux visiteurs, c'est le fait qu'on n'ait pas le droit aux bouchons sur les bouteilles d'eau. Ah oui, je ne comprends pas non plus. Mais Alors en fait, selon le centre, ce qui est dangereux, c'est le fait de lancer une bouteille d'eau avec le bouchon. Ça permet de fermer la bouteille d'eau et du coup, elle ne se vide pas. Et donc du coup, ça peut être un projectile dangereux. D'accord, oui. Bah, oui. Et c'est très problématique pour nous et on comprend le problème avec les cosplays. Il y en a qui, leur cosplay pèse plus d'une dizaine de kilos. Du coup, ils ont chaud, évidemment. Ils ont soif. Et ceci dit, dans le toilettes, hein. Oui, non, c'est pas ça. C'est que dans le centre prouvé, il n'y a pas besoin d'être en cosplay pour avoir déjà chaud. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, pauvres. on les comprend. On sait qu'ils ont besoin d'eau. Et ça nous embête énormément. On s'était même renseigné pour essayer d'installer des fontaines à eau dans les halls de la convention, mais beaucoup trop de contraintes. Oui, effectivement, vous pouvez pas tout faire non plus, j'imagine. Bon, c'est bon pour vous deux? Vous avez d'autres questions ou pas? Non. Non, bon, je pense qu'on va enchaîner avec une petite pause musicale et puis on passera aux chroniques. Et je vous ai préparé aujourd'hui la bande-son du nouveau Super Smash Bros. Qui sortira le 7 décembre. Alors on va écouter ça tout de suite. First breath, blossoming in a soil reclaimed from the past, where destiny holds fast. Here where we stand, hand clenched in hand, everyone caught in this struggle. This is the day we finally find a way, stepping into our tomorrow. Every soul contains a whisper of light, growing louder as it calls to unite. From the distance sings a chorus of souls, rising slowly, stirring heat from the coals. Colors weave into a spire of flame,
Et voilà, Super Smash Bros Ultimate, donc, qui sortira le 7 décembre. Et moi, je sais que je vais déjà me l'acheter, mais je ne fais pas de pub tant que je ne l'ai pas testé. Voilà. Il est temps de parler de séries, n'est-ce pas, Wari ? C'est ça. Alors, tu vas nous parler des séries, et notamment des séries qui sont les séries qui sont aujourd'hui diffusées en France, Ouais. et comment ça influence notamment la vie des Français. Exactement. Eh ben, je te laisse nous raconter cette belle histoire. Eh bien, merci. Alors, je pense que tout le monde en discute à la maison, que ce soit au travail, entre amis. Les séries envahissent notre quotidien et peut-être source d'information, par exemple culture ou actualité. Ça peut être aussi source d'inspiration, style vestimentaire, force ou personnalité d'un personnage, prénom d'un héros préféré donné à un enfant, par exemple. Oui. J'avais entendu une blague à ce propos. C'était quoi ? C'était quelqu'un qui avait appelé son fils Clitis parce qu'il était fan de Clint Eastwood. Ah, c'est pas mal. Mais aussi provoquer des vocations comme médecine, police, armée, etc. Les séries, par leur succès, sont un vrai phénomène sociologique. Elles font désormais pleinement partie de notre quotidien de spectateurs. Elles ont détrôné les films et concurrencent de plus en plus le cinéma en ce moment. On connaît tous ces grandes séries US à grand succès comme Game of Thrones avec ses plus de 16,1 millions de téléspectateurs devant le premier épisode de la saison 7, ou bien encore The Walking Dead avec ses 18,4 millions de téléspectateurs lors du dernier épisode de la saison 6, même si pour ma part je trouve que la dernière saison de The Walking Dead c'est pas trop ça quoi. Oui, bah moi c'est depuis la deuxième donc je vais rien dire. Mais... Cette moyenne d'audience en fait les séries américaines les plus regardées au monde. Durant les années 2000, celle d'un premier triomphe global de la série TV. Dans de nombreux pays, les audiences augmentent et la production de feuilletons se porte à merveille. Les séries conquièrent de nouveaux publics. Les phénomènes The Lost et Desperate Housewives, j'ai du mal. Détends-toi. Oui, c'est ça. Font bondir l'audience. C'est là aussi où les séries ont réellement explosé en France avec la diffusion sur les chaînes principaux TF1, M6 ou Canal+. Des séries qu'on a tous regardées au moins une fois dans notre vie. Kaamelott, H ou Samantha Oops. Alors ouais, non, Samantha Oops, là je vais... Non. Non, c'est pas forcément le gage de qualité. Non. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu l'as vu que c'est bien. Voilà. Mais les séries françaises ne restent pas à la traîne. D'après le ministère de la Culture, dans un rapport d'études sur les séries, en 2012, que les séries françaises connaissent un renouveau et s'exportent dans le monde entier, tels que Les Témoins, Les Revenants ou encore Engrenage qui font un carton. Alors Les Revenants, d'ailleurs, je crois que c'est un remake d'une autre série qui est suédoise, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est à vérifier. Ouais, à vérifier, ouais. Mais pour regarder les séries, il faut bien une plateforme. Et quoi de mieux que Netflix ? Netflix, c'est fondé en 1998 par Reed Hastings et Mark Randolph en Californie. Moins de 20 ans après. C'est vieux, hein ? Ouais, c'est vieux, ouais. C'est très très vieux. Je pensais, quand tu me l'as dit tout à l'heure, je pensais pas que c'était aussi vieux que ça. C'est Il y avait quand même assez Internet à impressionnant. l'époque. Et ben non, justement, c'est pour ça qu'on va le laisser continuer. Moins de 20 ans après sa création et après sa conversion réussie de location de DVD à la demande, le site fédère près de 63 millions d'abonnés à travers le monde et est présent à l'international. Pas mal, hein ? Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Je crois que ça bouffe 5% de la bande passante mondiale ou quelque chose comme ça avec Netflix actuellement. Exactement. Après ses débuts un peu compliqués en France, dès son lancement en septembre 2014, Netflix s'impose peu à peu sur le territoire grâce à son catalogue de plus en plus qualitatif et ses créations originales comme The Punisher ou La Casa del Papel. Voilà, il y a pas Ou longtemps. Sabrina, le remake. C'est vrai. Cependant, la plateforme ne comptait que 250 000 abonnés contre près de 2 fois plus cher chez son concurrent français propulsé par Canal+, Canal+ Play. Ouais, c'est dur. Bref, les séries sont de plus en plus appréciées par les Français et la consommation ne cesse de croître. Mais comment les séries sont-elles consommées par les Français ? En famille, seul ou bien entre amis ? Et les séries sont-elles consommées d'un coup ou alors une fois de temps en temps ? Pour moi, je pense que ça dépend du temps et de ce qu'ils accordent aux séries. Ouais, je pense que et du temps de travail aussi. Exactement. Parce que moi qui n'en ai pas beaucoup, j'ai tendance à me bouffer les séries d'un coup à chaque fois. Ouais. Ouais. Mais je sais que mon copain, par exemple, n'a pas le temps.
Ouais. Donc, voilà. Je pense que c'est une question d'emploi du temps. Vous êtes Ouais. série tous les deux ou vous êtes uniquement manga Ah, et anime série quand même. Après, Série, série, quand même. Série, mais j'ai le même défaut. Si je commence, faut que je finisse la Ouais, série. surtout que les séries Netflix ont tendance à être des films de 8 heures, donc c'est un peu le problème. Des séries que vous aimez beaucoup tous les deux Moi, l'une de mes séries que je préfère sur Netflix, c'est un dessin animé qui s'appelle BoJack Horseman. Oui, D'accord. oui, j'ai déjà vu. C'est regardé aussi. un personnage avec une tête de cheval, c'est Ouais, ça? c'est ça. J'ai déjà vu. Et toi? Là, en ce moment, enfin la dernière grosse série que j'ai regardée, du coup, c'était La Casa des Papel. Mhm. Sinon, je pense. Dernièrement, je sais pas, j'ai pas réussi à m'accrocher trop à une série. Il faut dire qu'il y en a beaucoup, donc Ouais, voilà. faut Non, bien il y les en a pas choisir. mal. Faut Ouais. bien les choisir. Si en plus tu te lances dedans et que tu vas t'enfiler 12 épisodes, il faut au moins que le premier t'accroche bien, effectivement. Et ben on va passer à ma chronique à moi et on va parler de Dark Souls tout de suite après un petit son. Eh ben non. Ah, j'y ai cru. Voilà, bon, tout le monde a reconnu le son de Zelda, hein, c'était la virgule un peu référentielle, pardon. Alors, je vais vous parler de Dark Souls. Alors déjà, c'est quoi Dark Souls? Dark Souls est une série peu connue en dehors du monde du jeu vidéo, qui ne dépassera d'ailleurs probablement jamais ses frontières, réputée pour sa difficulté notamment, hein, dans un environnement où les jeux à gros budget sont devenus de plus en plus faciles. Dark Souls s'est imposé comme le jeu de rôle action le plus difficile de sa génération. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que milieu du mois d'octobre, une version remasterisée du premier épisode de la série est sortie sur Switch. Et du coup, je l'ai testé et du coup, je vais vous en parler. Donc c'est après 3 épisodes que finalement cette version remasterisée est sortie sur la Switch, la console semi-portable de Nintendo. Un choix judicieux d'un point de vue économique, hein. Tous les jeux sortis sur Switch ou ressortis, puisqu'ils sont en train de ressortir tout leur catalogue Wii U sur la console, font des ventes records. Donc voilà, hein, on pense qu'ils vont gagner beaucoup de thunes. Par contre, la question en fait que je me suis posée, c'est de savoir si un jeu qui n'a pas de pause est bien malin pour une console semi-portable, donc qui peut s'utiliser dans les transports. Le transport, c'est l'endroit où on reste pendant 10 minutes et où on met la console en pause jusqu'au soir, où on reprend les transports pour rejouer 10 minutes. Un jeu où il n'y a pas de pause pendant pratiquement une demi-heure, c'est quand même un peu un problème. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on va voir. Alors Dark Souls, ça raconte quoi? Eh ben, ça raconte l'histoire d'un monde, enfin de la création du monde d'abord. Autrefois, dans les temps anciens, n'est-ce pas, vivaient des dragons de pierre et des arbres millénaires. Puis, la première flamme est apparue. Je vous conseille de regarder d'ailleurs au passage la vidéo d'intro qui est magnifique. Et donc, avec cette première flamme est apparu quatre dieux qui ont modelé le monde à leur image. Seulement voilà, le temps a passé, la première flamme commence à s'éteindre, les dieux sont devenus complètement timbrés et c'est à vous de remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Alors je vous fais pas le résumé Wikipédia, c'est le mien. Hein. Alors le portage sur Switch de cette histoire, ça donne quoi? Eh ben, d'un point de vue technique, c'est globalement réussi, hein. Le problème principal de la Switch étant la faiblesse de ses composants, hein. Ce n'est ni la PlayStation 4 Pro, ni la Xbox qui est ressortie, la Xbox One qui est ressortie il y a quelques temps. Le remaster devait faire la part entre la fluidité du jeu et l'esthétique pour éviter que le jeu soit trop lent ou trop moche. Il tourne donc à 30 images par seconde, alors c'est pas ouf pour un jeu aujourd'hui, hein. La plupart des jeux tournent à 60 fps sur une PlayStation 4 Pro, mais le jeu est fluide quand même, hein. De toute façon 30 fps c'est le minimum syndical, hein. Heureusement, le jeu est quand même très beau pour un portage Switch. On n'évite malheureusement pas les quelques ralentissements inhérents à la machine, hein. J'avais eu le même problème, notamment sur le Zelda. Donc, c'est rare, mais ça reste gênant pour un jeu qui a un niveau d'exigence extrêmement fort. Donc, pensez-y si vous désirez l'acheter. Alors, le gameplay reste identique à la version de 2011, qui est quand même une déception, hein, puisque entre le premier épisode et le troisième épisode, il y avait quand même eu des gros efforts qui avaient été faits, notamment sur les questions d'esquive et de défense du personnage principal. Et en fait, c'est juste un copier-coller du gameplay du premier épisode, c'est un peu décevant.
Le jeu n'a pas de gros bugs, ce qui pour une fois va rendre le jeu plus difficile puisque un des gros bugs de la première version, c'était que certains boss avaient tendance à se suicider. Et là, vous allez prendre cher parce qu'ils ne se suicident plus du tout. Donc voilà, vous allez tous devoir les affronter. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez en fait, j'aimerais bien vous poser la question. Est-ce qu'un jeu que les bugs rendent plus difficile, finalement, c'est pas un problème en fait pour moi. Les bugs n'étaient pas un problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, si vous avez une réflexion là-dessus, de savoir si un bug qui rend le jeu plus facile est vraiment un bug en fait. Moi déjà, quand je joue à un jeu où il y a ce type de bug, j'ai tendance à découvrir le bug une fois que j'ai fini le jeu. Donc ouais, d'accord, ok. Donc Ouais, c'est pas un problème. Ouais. Juste, je trouve ça dommage si ça enlève de la difficulté au jeu. J'aurais l'impression de pas avoir réussi pour de vrai le jeu. Ouais, je peux oui, c'est vrai. Et, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut retirer de la fierté quand tu fais un haut fait et qu'en fait tu te dis ah bah merde, c'est juste le jeu qui est mal foutu. Effectivement. Un autre défaut, ce sont les menus, mais bon, ça dans les RPG console, c'est régulièrement un problème. Le menu d'évolution du personnage est plutôt compréhensible, mais bon, ça reste un Dark Souls, donc c'est pas ouf non plus. Puis c'est un menu adapté d'un jeu japonais. Alors là, je suis désolé, vous aimez beaucoup le Japon, mais les menus de jeux japonais, c'est souvent le bordel. toujours. Donc voilà. Non, pas toujours. Les survival horror, genre Resident Evil, ça va à peu près. Mais généralement, les RPG, c'est un peu le bordel. Bon, j'ai fait la liste des défauts, mais quand même, il y a beaucoup de qualités. Et notamment, une des grandes qualités, c'est quand même l'univers et l'ambiance de Dark Souls, qui, contrairement à ce qu'on pourrait le penser quand je l'ai décrit tout à l'heure, n'est pas un jeu post-apocalyptique. C'est un jeu où l'apocalypse est en cours. C'est un jeu où on a l'impression que le monde est en train de pourrir pendant qu'on évolue dedans. Les humains deviennent des espèces de zombies, les dieux perdent peu à peu l'esprit, et le monde semble sombrer dans les ténèbres peu à peu. Ce qui fait que c'est très différent, par exemple, d'un jeu Fallout où l'apocalypse... en fait, est déjà passée. Là, on est en train de la vivre. Elle est en train d'arriver. Une autre qualité, c'est évidemment la difficulté qui fait l'exigence du jeu. Le joueur va avoir besoin d'un véritable investissement et pas juste un investissement de capacité, mais aussi intellectuel, puisqu'il va falloir comprendre en fait comment les boss fonctionnent avec des patterns, donc des mouvements très précis, et comment éviter de se prendre des dégâts. Et là, ça va plus lorgner du côté du jeu de combat ou du jeu de stratégie que du RPG. Donc ça, c'est une des grandes qualités du jeu. Après, le jeu a un problème, c'est qu'il encourage l'exploration, mais aussi la prudence. Ce qui fait que les deux sont un peu antinomiques et je trouve que le jeu n'arrive pas à choisir. Ça, c'est un des gros défauts. Mais quand même, ça reste un très bon jeu. Le système de monnaie du jeu, bon là, pour le coup, c'est très simple. Il y a une monnaie pour l'XP, pour les objets que vous voulez acheter et pour les upgrades d'armes. Donc comme ça, c'est fait. Il y a qu'une monnaie pour tout le jeu. Donc comme ça, au moins, ce ne sera pas compliqué. Une dernière qualité, et là que j'ai découverte parce que j'avais lu quelques tests et ils n'en parlaient pas, c'est l'architecture du jeu. Parce que ça a beau être un monde ouvert, ce n'est pas un monde ouvert qui est fait comme GTA, qui est sur terrain très plat. Dark Souls, en fait, est construit comme une tour, c'est-à-dire que vous allez passer votre temps à monter ou à descendre. Vous passez votre temps dans des escaliers comme un épisode de Senseiya. Ce qui est quand même un peu particulier, c'était la première fois que je faisais un Dark Souls comme ça, et du coup, le résultat de ça, c'est qu'en fait, le jeu n'a pas besoin de cartes. Et c'est un des seuls RPG où je ne me suis jamais perdu. Et en fait, c'est très particulier comme architecture. Alors, en dehors des labyrinthes, bien sûr, parce qu'ils se sont fait plaisir. C'est un jeu très particulier pour ça. Je pense que c'est la plus grande particularité et la plus grande qualité. C'est vraiment l'architecture du jeu, en dehors, bien sûr, des décors, des cathédrales qui sont magnifiques. Donc, voilà. Moi, je vous le conseille si vous avez un bon niveau de jeu, parce que c'est quand même pas un jeu qui est facile et c'est pas la peine de mettre 40 € dans un portage sur Switch si vous pensez que vous avez pas le niveau pour le faire. Donc voilà. Donc un très bon jeu, mais un jeu difficile. Et le portage est réussi, même s'il y a quelques défauts qu'ils auraient pu corriger. Voilà. Donc on va maintenant enchaîner tout de suite sur une pause musicale et puis ensuite Thomas, tu nous parleras de manga. De manga et de jeux vidéo. Je pense que là nos invités auront quand même leur mot à dire, je pense, sur les mangas. Mais tout de suite un générique d'une série dont Warid va nous prononcer le titre pour éviter que je massacre la langue japonaise. Shingeki no Choji. Oui, tu l'as massacré aussi. Oh. Donc voilà le générique de la première saison.
Et nous sommes de retour. Et Thomas, tu vas donc nous parler d'adaptation de manga, c'est ça? Adaptation de manga dans les jeux vidéo, puisque dans Geekosphère, on a une émission qui parle beaucoup de jeux vidéo parce qu'on aime bien ça. Voilà. Mais on parlera pas que de ça. On parlera aussi de jeux de société, de manga, de séries comme on l'a fait tout à l'heure, de films. Donc ça va être assez libre. Mais je t'écoute. Voilà, alors faire un jeu sur les mangas, on pourrait se dire que c'est une super idée de base. En vrai, ça a l'air intéressant. Il y a des personnages déjà que plein de monde aime, l'histoire est déjà construite, on n'a presque plus rien à faire si on veut la suivre. Les dessins sont déjà faits, il n'y a plus qu'à les copier-coller, entre guillemets. Et puis surtout, ça se vend bien. Oh, tu manques un peu de respect aux développeurs. Ils passent déjà 100 heures pour faire Red Dead Redemption 2. Si en plus tu leur dis qu'ils foutent rien, ça va pas le faire. Hein. Et puis surtout, ça se vend bien. Le moindre fan possédant une console va se précipiter dès la sortie d'un jeu, même s'il l'a pas testé, inspiré de son animé préféré. Et enfin bref. Tu parles en connaissance de cause. Oui. Enfin bref, plein de raisons qui font que les jeux vidéo inspirés de manga ou d'animé, ils sont pas mal nombreux. C'est pour ça que dans ce vaste univers d'opportunités qu'offrent les mangas, les développeurs sont donnés à cœur joie pour nous faire des jeux tous plus différents les uns que les autres. C'est dans les jeux de combat, les jeux de baston, qu'on retrouve pas mal de jeux dérivés de manga. On peut pas passer à côté de tous les jeux Dragon Ball qui sont sortis depuis des décennies, les Tenkaichi Budokai, les Xenoverse et j'en passe. Ah putain, tu viens de me foutre un coup de vieux là. Ma PlayStation 2 qui est rangée dans son armoire depuis 10 ans et on vient de souffrir. Bien souvent, on est tout content de pouvoir jouer Krillin, Sangohan et puis surtout les 167 formes disponibles de Goku, parce que fan service oblige. Mais au final, c'est très vrai. Au final, ça se résume souvent à un acharnement de coups jusqu'à avoir sa barre d'énergie remplie et pouvoir lancer son Kamehameha tout content comme un enfant. Ou alors le fameux truc de attends, je charge. Je charge, hop là c'est bon. Effectivement. Alors, vous me direz, parfois, il y a un mode histoire, évidemment.
Mais il faut avouer que bon, il n'est pas réellement la priorité du joueur et le jeu lui-même vous incite pas franchement à le faire Oui, parce qu'il est bien puis plus simple. je veux pas être méchant. Je pense Ouais. que vous appréciez tous les deux Dragon Ball, mais l'histoire, c'est quand même pas le truc le plus intéressant. On sait que tu as un avis bien tranché sur Dragon Ball. On en a Oui, déjà j'aime pas parlé. ça. Voilà, et il est bien plus simple de lancer quelques combats simples ou des VS contre des amis et ça nous permet de nous amuser pendant pas mal de temps déjà. Toujours dans le combat, il y a aussi des jeux issus de One Piece ou Naruto par exemple. Pour le premier One Piece, je vais aller très vite parce que j'ai joué qu'à un seul jeu de One Piece, c'était One Piece Burning Blood et c'était sur PS4 à l'époque. À l'époque, ouais, c'était c'est il y a encore un an. maintenant, C'était il y a hein. un an c'était il y a un an chez un pote. Hein. Donc voilà, ça c'était très bref. J'ai ressenti juste un acharnement de coups de poing, coups de pied et j'ai trouvé que les spéciales n'étaient pas si efficaces que ça. Après, il faut aussi souligner que bon, voilà, l'univers de One Piece, moi je connais un petit peu, mais c'est pas le truc que je préfère. Il y a peut-être des subtilités que les grands aficionados du manga auront vu, mais bon, moi je les ai Bah, pas, il y a, je les ai pas surtout remarqués. que le développement, c'est bien, mais enfin, une licence, ça coûte cher à acheter avant Ah de ouais, faire c'est le ça. jeu, donc tu peux pas forcément le mettre dans le développement après. Et pour Naruto, par contre, j'ai joué à pas mal de grands nombres des Ninja Storm et des Ninja Destiny, notamment sur un Nintendo DS quand j'étais plus jeune. Et souvent, la logique est pas mal différente, je trouve. On met pas bien en avant les techniques de chaque ninja. Et ça permet de rendre l'expérience joueur un peu plus intéressante parce qu'on voit une réelle différence entre chaque personnage et ça, c'est pas mal intéressant. On a parlé de jeux de combat. Il y a évidemment beaucoup d'autres styles de jeux qui sont sortis, issus des mangas. Bah oui, hein, tout est bon pour vendre la licence. Hein. Comme j'ai dit au début, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il y a déjà les. Alors, on a une émission spéciale sexualité, tu diras ce genre de choses dans cette émission. Et j'en fais partie aussi. Voilà. Il y a déjà les jeux de plateforme. On parlait de Naruto tout à l'heure. J'ai des souvenirs qui me reviennent de Naruto Ninja Council sur DS où tu devais faire des maps interminables avec juste Naruto à esquiver des chauves-souris, de la lave et pour au final arriver à la fin du niveau et affronter des ennemis tout pétés ou alors très aléatoires. C'est-à-dire qu'en fait, t'es Naruto et tu dois te battre contre Orochimaru alors que t'es encore gosse quoi. Et t'es censé le battre. Dans Bah, l'histoire, c'est totalement cohérent en soi. Bah, dans l'histoire, il se bat déjà contre Shimaru, il perd dans le 20e épisode ou Ouais, il quelque se chose fait comme bien ça. défoncer quoi. Mais surtout, enfin, c'est vraiment le bestiaire de base, quoi, la chauve-souris. Ouais. L'ennemi cliché de tous les jeux vidéo des années 90, quoi. Comment ressortir ça dans les années 2000? C'est une honte. Enfin bref, en plus d'être un jeu pénible à jouer, c'était une incohérence totale avec la série. Quoi. Et c'est malheureusement, dans plein de jeux, on bazarde un petit peu l'histoire de la série pour... Surtout pour dans les faire jeux de place au plateforme, gameplay, quoi. ouais. C'est vraiment le jeu prétexte. Hein. Après, je vais aussi évoquer les RPG. Moi, c'est un style qui m'intéresse peu, de toute façon, donc je vais avoir un avis très subjectif. Surtout quand c'est en lien avec des mangas, parce que moi, dans les mangas, bon voilà, j'adore la baston, j'adore l'action, j'adore quand il y a beaucoup de sang, et passer pas mal de temps à marcher pour trouver un personnage secondaire, voire tertiaire, voire même qui n'existe pas du tout, pour qu'il nous dise un speech dont on se contrefiche royalement. Voilà, c'est pas trop mon délire, quoi. Alors ça, c'est plutôt JRPG que RPG occidental, ce que tu décris là. Eh ben, excusez-moi pour la, la nuance. Merci Damien, du coup. Et on a beaucoup d'autres styles de jeux qui sont sortis en France. Donc, pêle-mêle, on a eu des jeux de cartes, des jeux d'action, des jeux Des d'aventure. jeux de cartes. Ouais, des jeux de cartes, ouais. Ah oui, des jeux de cartes des à jeux de jouer, cartes- pas des jeux de cartes oui. avec Sangoku dans un kart. Non. Sur un circuit. Oui, des jeux de cartes CRT. Alors, je dis ça, mais il y a un truc de Bob l'éponge qui va sortir, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un jour un truc Sangoku sur un kart. Hein. Ah bah pourquoi pas avec tous sur des nuages magiques, ce serait sympa sur les. Peut-être que ce serait pas mal. Eh en bah, plus. on va donner une idée aux développeurs, on enverra l'émission. Et donc du coup voilà, si vous voulez avoir un aperçu de toutes les déclinaisons possibles, justement, vous pouvez vous pencher sur tous les dérivés de Dragon Ball qui ont existé, qui sont Bah là, il sortis. y a du choix. Vous verrez, tout est possible dans le jeu vidéo. Et je le répète, surtout si on se contrefiche de l'histoire originale. Hein. Ça, c'est bon. Pour terminer cette chronique, on va brièvement parler du prochain jeu événement qui va sortir et qui a été teasé au dernier E3. Jump Force. C'est Jump Force, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, il sortira en février 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. C'est un crossover qui mélangera alors Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Hunter x Hunter, Death Note, Yu-Gi-Oh! Et encore plein d'autres mangas qui seront annoncés par la suite. Donc voilà, ça promet. Évidemment, on a vu que les mangas vont être mélangés. Le fait de rester fidèle aux mangas originaux sera pas la priorité du jeu. Bah, c'est un Super Smash. quoi. Sur le trailer, on nous explique qu'ils vont chacun se battre pour survivre. On s'attend donc à un jeu basé sur le combat, à la limite, pourquoi pas. Pour l'instant, on a très peu d'images du jeu, mais on peut se baser sur le dernier exemple en date. C'était Jump Victory Versus qui était sorti sur PS3. Le trailer à l'époque avait aussi l'air
incroyables comme celui qu'on a vu pour Jump Force. Ah, tu l'as trouvé beau, celui de Jump Force? Ouais, moi je l'ai trouvé Je sais pas pas, mal. vous l'avez vu Ah, tous les deux c'est très subjectif. hein. Vous le trouvez beau? Enfin, Moi, je me souviens surtout de la magicienne des ténèbres dedans. je comprends, oui. Ouais, non, moi j'ai trouvé que les graphismes, en fait, comme ils ont voulu faire une charte graphique pour tous les personnages. Genre, j'y viendrai après. Ouais, d'accord. J'y viens après. Je ferme ma gueule. Non, mais tu pourras réagir, y a pas de souci. À la fin du trailer, il n'y avait pas aussi Light et... Light et ouais, de Death Note. Donc les trailers à l'époque de Jump Victory Versus avaient aussi l'air incroyable. Pour au final un jeu qui était assez moyen. Je l'avais testé il y a de ça 2 ou 3 ans. Donc attention à pas se baser uniquement sur le fan service pour ce nouveau Jump Force. Pour ce qui est des gameplays qu'on a vus, on peut déjà dire que le style est très réaliste, comme tu nous le disais. Ce qui pourra déplaire à certains fans vu que la patte de chaque dessin, qui est quand même un truc assez important, a été retirée pour que en gros on ait une harmonisation du truc. Donc du coup, le gameplay est assez simple. On espère toutefois qu'on verra une réelle différence entre les personnages de chaque manga pour que chaque univers soit respecté, pour que ce crossover soit une réussite. Respecter l'univers, avoir une mécanique de jeu propre au manga et retrouver les personnages qu'on aime, c'est pour moi ça, faire une bonne adaptation d'un manga en jeu vidéo. Et ben voilà. Et ben j'espère que Jump Force sera un bon jeu quand même. Je vous remercie tous les deux d'être venus. J'espère que cette émission vous a plu, ainsi qu'à nos auditeurs. Je pense qu'on reverra les organisateurs de Animest du coup l'année prochaine, mais apparemment ce ne sera pas vous vu que l'équipe change chaque année. Donc voilà. Donc l'Animest, je rappelle, ce sera le 24 et le 25 novembre au Centre Prouvé à Nancy. Je remercie tout le monde, je remercie mes invités, je remercie mes chroniqueurs et je remercie la technique. À dans un mois. Tous les ans, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, propose à toutes et à tous de se réunir pour réfléchir ensemble à un avenir plus brillant. Cette année, autour de la thématique liberté de consentir ou pas, de nombreuses personnes, juristes, conseillers conjugaux et familiaux, avocats, témoins et publics, pourront se retrouver au pavillon de l'Orangerie, 715 rue Capitaine Guilmer à Nancy. Pour plus d'infos, http://meurthe-et-moselle-nancy.cidff.info. RCN, la différence. La différence.
RCN, écoutez la différence.
Remember back in the days when niggas had waves, Gazelle shades and cornbraids, pitch and pennies, honeys had the high top jellies, shoot skelly, motherfuckers was off. Yeah. RCN, la différence. I'm on set. 50,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. I'ma always take the money over sex. That's why they need me out the way, what you expect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no phone. Every month, I'm supposed to pay her bills and get her what she want. I still got like 7 years of doing what I want. My dad still got child support from 1991. Out of town, people love to pop a lot of shit and come around. Word of Flacco Jody, he done seen us put it down. Niggas asking if I'm cool, I'm a flex. 100,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. You tryna check? This is real life, niggas think we playing chess. So what's next? Jump up out the bed like I'm possessed. I go out on tour and I say I'm drinking less. End up getting loose and getting pictures from my ex. SMS, triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Why you keep on shooting if you know that nigga dead? That's the only kind of shit that gets you so much respect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. Every month, she don't even love me, she just putting on the front. She gon' try and settle out of court and make a run. Then gon' ask me how I'm doing, I'm upset.
Thank you.